Geoffrey West, qui est un scientifique britannique spécialiste de la complexité et qui vit à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, et il dit que ce qui a le plus modifié la planète dans l'activité de l'homme, ce sont les villes. Et donc il propose de parler d'urbanocène. Et il ajoute à cela que les villes fonctionnent sur la base de flux et de réseaux, et comme tous les organismes, ce qui invite à se pencher sur les questions de la complexité de l'action systémique qu'on abordera peut-être dans notre conversation. La deuxième idée de ce panel, inventée hier soir effectivement, c'est que, en fait, dans la discussion qui a eu lieu jusqu'à présent, à part des différences substantielles entre les Suisses et les Français, les Suisses francophones et les Français, on a quand même une même conception de la nature. Or, je trouve intéressant de se poser la question de la nature et de la ville en mettant en parallèle deux conceptions, en tout cas deux cultures au départ différentes, même si Sénamé, comme il le rappelle, a étudié en France, donc ça facilite le dialogue. Et donc nous allons aborder cette question ensemble. On va commencer par du concret, puisque ces deux messieurs ont des expériences et des projets expérimentaux très précis. Je vous demande déjà pardon, parce que pour qu'il y ait dialogue, il faut passer de la slide, des diapos de l'un aux diapos de l'autre, et donc il va falloir que je passe de l'un à l'autre, mais on va finir par y arriver normalement. Donc, on va commencer par Sénamé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les WALAB que tu as lancés? Bonjour, merci Francis pour l'invitation, très heureux d'être là. Alors qu'est-ce que c'est que les WALAB? Alors c'est une expérimentation, c'est un projet que nous avons appelé Abcité, qui est une sorte de vision africaine vernaculaire de la Smart Cité. Ça veut dire quoi vernaculaire? C'est l'ambition pour nous de produire de la Smart City, mais localement, avec des ressources du cru, des dynamiques locales, et si possible en s'inscrivant dans des traditions qui sont anciennes. Et c'est un projet que nous avons lancé en 2012, en réaction un peu à ce rendez-vous qu'on nous dit que l'Afrique a avec la démographie. En 2050, la population telle qu'on la connaît aujourd'hui aura doublé. Un humain sur 4 sera africain et un humain sur 6 vivra dans une ville africaine, puisqu'il y aura au moins 5 grandes villes, des villes à l'échelle des villes qui s'étaleront sur plusieurs pays africains. Qui vont plusieurs dizaines de millions d'habitants. C'est ça. Et donc, on nous avertit aussi que toutes les dispositions qu'on pourrait prendre maintenant risquent d'être inopérantes parce que cette démographie est tellement inédite qu'on ne peut rien anticiper. Et donc, au lieu d'essayer d'être prêt, en quelque sorte, ce qu'il faudrait, c'est être préparé. Et nous nous sommes dit que si on faisait comme nos décideurs et qu'on pariait plutôt sur la Smart City, parce qu'il y a du coup de nombreux projets de Smart City qui apparaissent en Afrique, qui sont la réponse du décideur face à la démographie. Il fallait plutôt parier sur des programmes très ambitieux d'éducation des Africains pour faire de chaque Africain quelqu'un qui, à l'échéance de 2050, serait capable, lui, tout seul, à son échelle, de transformer son environnement et de le rendre smart. C'est ce que font les WALAB. C'est ça. Alors, quel type d'éducation tu donnes? Alors les WALAB, il y en a deux aujourd'hui. C'est deux lieux dont la vocation est de changer complètement le rayon d'1 kilomètre autour. C'est comme si on prenait cet espace et qu'on se disait qu'ici seraient développées toutes les technologies qui permettraient de collecter les déchets dans un rayon d'1 kilomètre. Ici serait produit de l'énergie pour le rayon d'1 kilomètre, qu'il y aurait un grenier ici qui nourrirait tout l'environnement d'un rayon d'1 kilomètre. Et cela sur le pari qu'aujourd'hui les technologies sont assez démocratisées, assez abordables pour que des gens dans ce rayon d'1 kilomètre qui décideraient de se rassembler ici pourraient eux-mêmes développer des technologies pour adresser ces problématiques-là. Donc c'est une trentaine de jeunes dans chaque lab, il y en a deux aujourd'hui qui transforment leur environnement. Et ce que vous voyez sur les photos, c'est le programme pour les enfants, puisqu'il y a un programme dédié aux enfants qui donc s'initient aux nouvelles technologies et c'est comme un programme d'accélération, développe chacun une solution pour l'environnement. Merci Philippe. Nous allons faire un saut
de Lomé aux Champs-Élysées. Alors, je vous avais dit, voilà, pardon, c'est ça que je cherche. D'abord, on va commencer par cette... Est-ce que tu permets peut-être de dire un mot avant de lancer le film, peut-être pour... Non. Non, mais... Donc c'est une vision du temps qui a été évoquée. Ah, voilà. Donc je vais en live commenter cette animation qui retrace un travail de cartographie qui remonte au XVIIe siècle et qui anime finalement la façon dont le quartier des Champs-Élysées s'est bâti en l'espace de 350 ans depuis Louis XIV et le tracé de Le Nôtre jusqu'à aujourd'hui. Là, on arrive, vous voyez, en 2015, voilà. En 30 secondes, vous avez vu comme la ville a poussé sur la nature et voilà l'état actuel de ce quartier des Champs-Élysées, qui était un quartier, on dirait, qui est une histoire particulièrement pertinente par rapport aux propos qu'on a tenus aujourd'hui sur ce rapport entre nature et culture, puisque on a beaucoup débattu de théories sur cette scission et je trouve très intéressant qu'on discute ensemble parce que faut rappeler quand même que ce dualisme nature-culture remonte précisément au XVIIe siècle, à Descartes notamment, et que donc Le Nôtre, quand il trace ce Champs-Élysées dans la nature, puisque si tu remettais le début du film, en fait, on était vraiment dans la ville, dans les murs et la campagne dehors productive, eh bien, c'est ce geste finalement de se rendre maître et possesseur de la nature. Ce que je crois qu'il faut préciser, c'est que tu travailles sur la partie qui va de la place Franklin à Roosevelt, enfin tu vas être plus précis que moi jusqu'à la Concorde, c'est la partie essentiellement jardin des Champs-Élysées. Non, enfin, c'est une réflexion. Ce que je te présente là, c'est quelques slides, 18 mois de travail que l'on a mené sur le quartier des Champs-Élysées, donc de l'Étoile à la Concorde. Et de voir, partant dans le constat que les Parisiens n'aiment plus les Champs-Élysées. Et donc on a retracé l'historique pour comprendre pourquoi ces champs étaient si finalement mythiques au XXe siècle. L'avenue des temps modernes, de cette modernité dont on parlait, qui était de se rendre maître et possesseur de la nature, et que si aujourd'hui les Parisiens n'y vont plus et ne les aiment plus, c'est qu'ils sont devenus finalement l'envers de la modernité et qu'ils sont un de ces hyperlieux, pour reprendre la théorie développée par Michel Dussault, c'est-à-dire qu'ils focalisent finalement tous les défauts, tous les côtés négatifs de cette hypermodernité. Et donc, on a, partant de ce diagnostic, on a réfléchi à l'ensemble des nouveaux outils que l'on doit développer aujourd'hui pour conceptuellement repenser ce rapport à la nature, mais dans lequel on doit comprendre que c'est non plus une vision moderne. Il y a nous et la nature qu'on doit sauvegarder. Nous sommes, ça a déjà été dit, dans la nature. C'est plutôt la matrice dans laquelle nous baignons tous et dans laquelle on doit développer des outils conceptuels et méthodologiques tout à fait nouveaux. Là, par exemple, on voit, juste pour revenir sur cette dimension climatique de la nature, on a à gauche le parc des jardins des Champs-Élysées, et à droite les buttes Chaumont. Et on voit que cet effet de rafraîchissement de la ville marche très bien dans les buttes Chaumont et marche très mal finalement dans le bas des Champs-Élysées. Et tout ça est lié à la façon dont cette nature est traitée. Peut-être après la suite des discussions qu'on a eues ce matin, pourrais-tu nous expliquer cette image de l'arbre que tu utilises dans tes présentations sur les Champs-Élysées? Alors cette image de l'arbre, finalement, elle est une illustration un petit peu au travers de la figure de l'arbre, et dans le cas particulier des Champs-Élysées, de la vision que l'on propose pour repenser cet arbre en ville, qui est aujourd'hui prisonnier de fosses de 9 mètres cubes, 3 par 3 sur 1 mètre, et dans lequel il est finalement seul et isolé. On sait bien aujourd'hui, Philippe a parlé des Plergeaux, en fait ce sont des écosystèmes dans lesquels les racines des arbres doivent communiquer entre elles. Et donc là on proposait de revoir complètement l'organisation culturelle de la nature sur les Champs-Élysées, qui est très intéressante parce que finalement elle est vraiment dans une vision très classique de ces arbres coupés à la verticale, qui n'ont aucune fonction écosystémique, et au paradoxe même qu'ils ne produisent pas d'ombre.
alors qu'on va vers ces phénomènes d'îlots de chaleur. Donc on propose de revoir complètement ce dispositif en laissant repousser complètement les arbres pour qu'ils fabriquent une voûte végétale, comme c'est le cas à Aix-en-Provence, puisqu'on aura ce climat-là d'ici une quinzaine d'années, et de créer des noues sur les Champs-Élysées, d'avoir des fosses aussi pour que l'eau soit absorbée, créer des evapotranspiration, rafraîchir la ville, etc., etc. Dans notre discussion de ce matin, on n'a pas, à part la 5G, beaucoup parlé des technologies de l'information. Or, Sénamé dit, si je ne me trompe pas, tu vas nous expliquer, que les technologies digitales fonctionnent d'une façon proche du fonctionnement de la voiture, de la nature. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là? Alors, si tu veux bien mettre le slide sur la cosmogonie, ça permet un peu d'illustrer cela. Alors, c'est beaucoup de choses à la fois, c'est ça qui fait que c'est intéressant. C'est en résumé, enfin, c'est une cosmogonie, puisqu'il s'agit de l'acte du démiurge, de la création du monde, c'est chez les Égyptiens, avec Amon qui ouvre donc à la lumière en séparant le ciel et la terre, aidé par deux autres déités qui sont Thèbes et Neptune. Et cette cosmogonie est aussi une cosmologie parce qu'elle met en scène la totalité. C'est aussi une cosmographie parce que l'architecture égyptienne va s'inspirer de ça. Et donc vous voyez qu'il y a, comme la civilisation se décline en art, en littérature, en architecture, etc., cette chose chez les sociétés en guillemets de tradition qu'on appelle le système du monde, lui aussi se décline et dans différents aspects du signifié, mais toujours en gardant la cohérence. Et donc ce qu'il s'agit de comprendre, c'est on peut dire qu'il y a deux approches des installations humaines. Il y a l'approche qu'on va appeler des villes modernes, l'approche civilisationnelle, où l'homme s'installe sur Terre comme il s'installerait sur Mars, en essayant de ne pas être contraint du tout par son environnement. Donc une sorte de vitrification qui en bout de course va produire aussi de l'insensibilité par rapport. Et donc la civilisation travaille à s'émanciper de plus en plus de l'aléa naturel. Et il y a l'approche des sociétés traditionnelles où on conçoit l'installation comme quelque chose qui doit tisser avec son environnement. Et l'installation doit être plutôt gardien du bon fonctionnement du cosmos et donc doit participer à ce que, même catalyseur du fait que tout continue à tourner de façon normale sans le contraindre. Et ce que je dis, c'est qu'on pourrait considérer que l'approche civilisationnelle est très technologique, mais qu'il y a de la technologie dans l'approche système du monde aussi. Et, sauf que d'un côté, il y a une mathématique très de la calculabilité, et de l'autre côté, il y a une mathématique primitive qui se développe plutôt un peu librement, en fractal. Les installations traditionnelles, la parenté, l'augmentation de la parenté, l'augmentation du cercle, etc., se développent un peu en fractal, mais avec une logique qui est très technologique. Et que les technologies qu'on a aujourd'hui, qui sont les technologies du digital, en fait, sont très proches de ce fonctionnement technologique des sociétés, des relations sociales qui elles-mêmes sont beaucoup modélisées sur l'observation de la nature, et que normalement, en se saisissant du digital aujourd'hui, on devrait revenir à la nature. Ce qui fait que ça ne se passe pas, c'est que le digital tel qu'on l'a en main passe par un filtre qui est celui de l'innovation, qui met comme condition de pouvoir vendre ou d'installer un pouvoir. Et que si on enlevait ces conditions, on pourrait développer des devices, avoir des innovations qui seraient très contemporains aujourd'hui, dans le sens où elles seraient réellement, elles atteindraient leur potentiel qui est de matcher idéalement avec la nature. Juste une précision, si je ne me trompe pas, enfin, l'impression en voyant Amon, c'est que ça peut représenter aussi la maison, ce qui serait une représentation du fractal dont tu parlais. C'est ça, oui. Philippe, tu as mentionné Descartes, tu as mentionné une certaine conception du monde, tu as parlé de la nature, dans une conversation tu as dit que la nature est un produit culturel. Comment est-ce que tu réagis à ce que dit Sénamé et comment tu vois ce qui se passe en Europe où nous sommes? Bien, on est obligé,
bien sûr, enfin Descartes, mais de revenir aussi à Lévi-Strauss et à Philippe Descola sur la naissance de ce dualisme nature-culture qui est très occidental. Ce qui est quand même frappant dans la discussion, toutes les discussions qu'on a eues ce matin, c'est à quel point on est trempé et incapable de sortir de cette vision, de ce dualisme extrêmement occidental. Et effectivement, les tentatives des philosophes aujourd'hui, du réalisme spéculatif ou de l'ontologie orientée objet, cette façon de se désanthropoïser, est extrêmement difficile. Et je suis persuadé que, du coup, dans cette façon d'être dans la nature, que Descola décrit de façon évidente chez les Indiens ou d'autres civilisations dans lesquelles il n'y a pas de différence entre les habitants de la forêt, qu'ils soient humains, non humains, et qu'aujourd'hui cette continuité dont parle la tour aussi, dans le fait qu'il n'y a plus finalement une hybridation de nature et d'humain et non humain, probablement qu'un enseignement important peut venir d'autres civilisations non occidentales, parce qu'on a beaucoup de mal, nous, à sortir de ce dualisme. Et donc, mais tu disais hier que, en revanche, par exemple, tu as du mal à construire en briques en Afrique, parce que eux sont demandeurs finalement de cette modernité par le béton. Donc, c'est peut-être pas évident non plus. Est-ce qu'on arrivera à rattraper capturer encore cette connaissance? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est pour cela que c'est bien d'en revenir à Lévi-Strauss, parce que ceux qui sont censés être les détenteurs et sont censés avoir patrimonialisé en quelque sorte cette sagesse sont eux-mêmes embarqués en plein dans la course pour attraper l'Occident. Donc il est fort probable qu'en étudiant les sociétés telles qu'elles sont aujourd'hui, y compris les sociétés de la périphérie, de l'Occident je veux dire, qu'on ne trouve pas assez d'éléments, mais c'est vraiment un travail d'archéologie, d'anthropologie. Tu disais, lors d'une conférence passée, tu as dit que, en fait, où l'Afrique nous sauvait des smart cities telles qu'on les conçoit, et peut-être qu'on s'en sortait, où l'Afrique n'y arrivait pas et on s'effondrait tous. Est-ce que tu peux développer cette idée? Oui, ce que je veux dire, c'est que le terrain de résistance, en tout cas sur le papier, le plus difficile pour la Smart City, normalement, devrait être l'Afrique. Pourquoi? Parce que la Smart City met en chantier quelque chose qui est l'ambition du capitalisme, qui est de faire des individus, de couper les gens de plus en plus du groupe, parce que quand tu es isolé du groupe, et quand je dis groupe, je pense la parenté, je l'élargis en quelque sorte aussi à la nature. Tu es de plus en plus pris dans un cercle de consommation. Quand tu es dans le groupe, je veux dire, si ton dos te gratte et que ta main n'y va pas, je donne un exemple très simple, tu appelles, tu demandes à ton camarade de te gratter le dos. Mais si tu es seul, tu t'achètes un device qui te permet de te gratter le dos. Et donc la Smart Cité, c'est un peu le super individu, parce que dans la Smart Cité, non seulement c'est la ville elle-même qui se développe en prothèse, qui fait les choses pour toi, te livre en drone, etc. Mais tu es aussi isolé dans ton être, parce que tu ne penses plus. Ce sont les algorithmes qui pensent pour toi. Tu n'as plus besoin de parler, ce sont les données qui parlent en ton nom. Et tout ton environnement ressent à ta place. C'est les capteurs qui disent quand il fait froid et ferment les fenêtres. Alors qu'en Afrique, on a encore de la structure sociale qui est très forte. Donc soit la Smart City va arriver, va écraser ce qui reste de structure sociale, va nous faire croire que c'est la Silicon Valley qui a inventé le fait d'accueillir des gens chez soi ou de prêter, de faire une course en voiture. Ou alors, les structures seront tellement fortes en Afrique que l'Afrique va réinventer la Smart City. Une des façons de sortir de l'enfermement dans la notion de Smart City, c'est peut-être de prendre la ville comme un organisme. Qu'est-ce que tu as beaucoup travaillé là-dessus, Philippe? Qu'est-ce que tu entends comme concevoir la ville comme un organisme? Bien, justement, sortir de ce dualisme, c'est de regarder la ville comme étant un métabolisme. Alors on a parlé vivant, c'est-à-dire que en fait la réalité de cet anthropocène, de cet urbanocène, c'est qu'on a compris qu'en fait tous les outils
de silos de connaissances qu'on avait jusqu'à présent ne sont plus opérants pour comprendre ces systèmes complexes dynamiques. Et dans l'incarnation maximale est le vivant est la représentation de ça. Donc l'idée c'est d'aujourd'hui qu'on arrive à développer une connaissance qui n'existe pas et qui est à mon avis l'enjeu des 10 prochaines années pour regarder et penser et agir sur la vie en le regardant dans sa complexité totale comme un métabolisme enchâssé dans d'autres métabolismes, le grand métabolisme total étant la Terre. Je n'irai pas jusqu'à Gaïa comme le Plateau, mais en tout cas on voit bien que c'est un écosystème avec ses limites biophysiques. Donc là, on tente une approche dans le cas des Champs-Élysées pour dire remédier, c'est un travail de recherche qui mériterait d'être approfondi, de partir des strates habituelles qui composent la vision de l'urbanisme, en disant que c'est en gros les infrastructures, le bâti, les mobilités, les usages et la nature ou le vivant. Et en général, aujourd'hui, dans l'organisation des villes ou des savoirs ou des acteurs de la ville, on a les paysagistes d'un côté, les architectes de l'autre, les urbanistes, les gens qui travaillent sur les ingénieurs sur les mobilités ou les infrastructures. Tout ça est un système en réalité où tout interagit. Et ce que l'on essaie de déterminer dans ce projet de recherche, c'est voir comment s'opèrent ces interactions, de pouvoir aller de cette boîte à outils qui se concrétise par des actions vers des objectifs sociétaux ou politiques de ce qu'on voudrait comme ville. Nous, on en a fixé 3 qui sont en fait le résumé un petit peu de ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une ville désirable. La question que j'étais posée, c'était comment réenchanter les Champs-Élysées. Ça pose la question du désir, en fait. Donc que la ville doit être un lieu de désir, de plaisir, et ça c'est une chose que parfois on perd dans les villes contemporaines. La deuxième dimension, c'est d'être inclusive, et là aussi les Champs-Élysées nous ont quand même bien démontré à quel point les grandes métropoles modernes aujourd'hui ne sont pas inclusives, et donc toutes ces manifestations des Gilets jaunes sont passées sur les champs, c'est pas pour rien. Et la troisième dimension, c'est évidemment le durable. Donc aujourd'hui, il y a des objectifs assez clairs, et il y a une mécanique, un peu une physiologie finalement de ce qu'est le phénomène urbain, qu'on connaît mal, et dans lequel pour moi la data ne doit pas être le point de départ, mais doit être simplement un des outils qui traverse l'ensemble de ces strates, qui les met en relation de la même manière que c'est le digital qui permet de communiquer entre ces différentes strates, comme le carbone, qui est aujourd'hui finalement le symbole de notre époque, met en relation le vivant, le climat et la construction. Tu parles d'une sorte de paradoxe du carbone et de son poids dans l'architecture d'aujourd'hui. Avec ce... Enfin, explique-nous un peu. Non mais ce que je trouve passionnant, c'est que face à ces enjeux, on voit bien à quel point, enfin pour moi, tous les outils culturels du monde de l'architecture ou de l'urbanisme ont besoin d'être, je dirais pas abandonnés, mais très largement ressourcés et repensés. Et ce qui est assez intéressant dans les projets que l'on mène aujourd'hui, concrets, parce qu'on bâtit, on fait la recherche, on fait beaucoup de projets construits, comme on l'a vu aussi, aujourd'hui on a des injonctions ou des éléments nouveaux à prendre en compte dans le projet qui sont dans le champ de l'invisible. Donc construire un bâtiment zéro carbone, pour des architectes qui ont l'habitude de dessiner des formes, de dessiner des objets, le jeu savant des objets sous la lumière, ça commence à devenir un petit peu inhabituel. Parler effectivement de thermique ou de climat. Alors Philippe Rab le fait depuis des années, mais c'est vrai que c'est quand même tout en renouvellement de l'appareil critique et des outils pour faire de l'architecture, de regarder d'un seul coup un bâtiment ou une ville comme une physiologie et dans lequel le carbone ou des éléments comme la température sont essentiels à notre jugement et qui viennent à côté de la notion de beau. Voilà. Sénamé, comment réagis-tu à ça? Et pour terminer peut-être sur cette intervention, qu'est-ce que c'est ça? D'abord, comment tu réagis à ce que dit Philippe, ensuite explique-nous ce que c'est ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce que je voudrais dire, c'est que la pensée en silo et ce désir de contrôler, d'ailleurs tel qu'il peut se manifester dans le jardin français à la nôtre, est arrivé un peu quand même comme un humanisme, comme un progrès, pour répondre à la question de l'échelle. Les sociétés de tradition avaient des systèmes de fonctionnement très organiques, justement,
qui permettait une sorte de comptabilité, etc., mais qui ne pouvait pas passer à l'échelle. Plus les installations devenaient grandes, plus il y avait de la déperdition, et cette chose en paire en distribué ne pouvait plus fonctionner. Donc il fallait une sorte de point de vue unique, autoritaire, qui contrôle tout. C'est comme ça qu'on est passé dans de l'urbain moderne, avec de l'industrie, des monopoles et de l'autorité. Ce que je dis très simplement, c'est que les technologies nous permettent aujourd'hui de faire du pair à pair et de l'organique, mais à l'échelle. Et donc c'est les technologies aujourd'hui qui sont archaïques parce qu'elles n'utilisent pas, elles n'exploitent pas leur plein potentiel. Alors ça, c'est un petit travail pour essayer de comprendre donc qu'est-ce qui est l'ontologie des sociétés de tradition en prenant les architectures traditionnelles africaines, pour isoler un certain nombre de principes qui reviennent systématiquement et voir donc, comment ça fonctionne un peu comme une technologie, comme une mathématique, et voir comment on peut l'appliquer dans de l'urbain. C'est un projet que tu présentes à la Biennale d'architecture de Venise en mai. Écoutez, merci beaucoup. On va passer les trois, et